7h42 dimanche, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officialisé sa candidature à sa réélection à l'élection présidentielle. Cette candidature, comme vous le savez, elle est contestée par des dizaines de milliers d'Algériens qui, depuis le 22 février, manifestent dans tout le pays. Le chef de l'État de 82 ans, candidat après 20 années de présidence, ses compatriotes ne l'ont pas vu depuis qu'il a été victime d'un AVC. C'était en 2013 et d'après différentes sources, des sources que je pourrais qualifier de concordantes, il n'est pas en état de diriger le pays. Pour tenter de calmer les tensions, Abdelaziz Bouteflika ou ceux qui l'entourent a promis que s'il était élu, il organiserait une élection présidentielle anticipée, élection à laquelle bien entendu il ne serait pas candidat. Cette proposition n'a pas convaincu puisque les réseaux sociaux continuent de relayer massivement des appels à manifester, notamment pour une grande marche ce vendredi 8 mars. Alors que le bras de fer entre le pouvoir et les manifestants ne fait que commencer, assiste-t-on à la fin de l'ère Bouteflika au sein du pouvoir algérien? Les partis d'opposition sont-ils aujourd'hui dans la capacité de formuler une alternative politique? Bref, a-t-on affaire à un printemps algérien? Bonjour Akram Belkaïd, vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs de l'Algérie, vous êtes journaliste au Monde diplomatique et au quotidien d'Oran, vous allez publier en avril L'Algérie, un pays empêché en 100 questions, ça sera aux éditions Talendier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Algérie? Pouvez-vous nous décrire la situation? Bonjour, il y a plusieurs éléments. Le plus important, le plus fondamental est l'existence d'un mouvement de protestation pacifique de grande ampleur à l'échelle nationale. Un mouvement inédit à bien des égards, de protestation donc contre le 5e mandat annoncé du président Abdelaziz Bouteflika. Ça, c'est le premier élément, c'est ce qui fait l'actualité, comme on le dit entre journalistes. Et c'est un phénomène qui prend de l'ampleur jour après jour, où on voit toutes les catégories de la population se rejoindre dans un élan, je dirais, quasi unanime de rejet de l'idée que Abdelaziz Bouteflika puisse être réélu en avril prochain. Ce sont des marches pacifiques, je le répète, avec je dirais, un élan populaire assez important. Et si je dis que c'est inédit, je pense que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'on assiste à une telle répétition de marches aussi importantes. Il y a eu par le passé des marches de contestation, des marches pour la démocratie. À leur époque, les islamistes avaient organisé aussi des marches pour occuper la rue. Mais là, depuis le 1er mars dernier, nous assistons à un mouvement de grande ampleur. Akram Belkaïd, il est important d'expliquer pourquoi le régime a choisi de représenter Abdelaziz Bouteflika, puisque les régimes les plus dictatoriaux ont une rationalité. Quelle est cette rationalité dans le cas de l'Algérie? Alors, ça revient à votre première question. Il se passe aussi en Algérie le fait que nous assistons au déclin, à un système qui arrive en bout de course et qui est incapable de trouver des solutions pour se renouveler lui-même. Si Abdelaziz Bouteflika est candidat à un 5e mandat, c'est tout simplement parce que ceux qui dirigent l'Algérie, et il en fait partie, en tout cas son clan en fait partie, mais il n'est pas le seul, se sont avérés incapables de lui trouver un remplaçant. Ils ne se mettent pas d'accord sur un autre nom. Ils ne se mettent pas d'accord sur un remplaçant parce que ce n'est pas une question d'idéologie, ce n'est pas une question de rivalité politique. C'est une question, je dirais, purement matérielle, de contrôle des circuits de la rente et de répartition de la rente. Aucun candidat potentiel à la succession de Abdelaziz Bouteflika ne s'est avéré suffisamment consensuel pour rassurer tous les clans qui composent la boîte noire du pouvoir algérien. À cela s'ajoute autre chose, nous sommes dans un écart générationnel. Bouteflika est l'un des derniers représentants de la génération de novembre. Il ne fait nul doute que celui qui le remplacera... Novembre, autrement dit... Pardon, oui. Donc la génération qui a déclenché la guerre d'Algérie et comme les révolutionnaires. Voilà, en Algérie, on l'appelle la famille révolutionnaire, la génération de novembre. Donc tous ces gens qui ont pris le pouvoir en 1962 et qui ne l'ont plus lâché depuis. Eh bien, aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, il n'y a plus de représentants de cette génération. Donc l'Algérie est aussi, je dirais, au seuil d'un changement de génération. Et c'est
c'est ce pas en avant que le pouvoir algérien n'arrive pas à faire non plus. Clan Bouteflika, vous avez prononcé le nom Akram Belkaïd. Pourquoi, par exemple, prête-t-on autant de pouvoir aux frères d'Abdelaziz Bouteflika? Est-ce lui qui tire les ficelles? Vous avez parlé de boîte noire pour le pouvoir algérien. C'est un système qui n'est pas aisé de démêler. Il est très difficile. Je dis souvent que le pouvoir algérien est une boîte noire avec des clans qui le composent, qui sont souvent en rivalité, qui sont souvent en recomposition, mais qui ont toujours eu une seule obsession, le fait de maintenir le système. Donc, in fine, ces clans arrivent toujours à s'entendre d'une manière ou d'une autre pour que leur emprise sur le pays, ses richesses, ne soient pas remises en cause. Le frère de Bouteflika, donc Saïd Bouteflika, un universitaire à l'origine, enseignant à l'université d'Alger, a vu son pouvoir augmenter au fil des années. C'était l'un des plus proches conseillers de son frère. La maladie de son frère aidant, c'est quelqu'un qui a pris de l'ascendant sur les affaires de l'État, qui a réussi à se composer une sorte de clientèle et de relations, à la fois au sein de l'armée, mais aussi avec de nouveaux acteurs dont on parle de plus en plus, qui sont ces hommes d'affaires, ces milliardaires qui ont amassé des fortunes assez importantes depuis le début des années 2000, grâce notamment aux grands contrats d'infrastructures lancés par l'État. Et c'est quelqu'un qui s'est vu très certainement comme un potentiel successeur de son frère. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas, premièrement parce que l'armée s'y est opposée. Parce que, contrairement à son grand frère, il n'a pas de légitimité révolutionnaire. L'écart d'âge est d'une vingtaine d'années, donc Saïd Bouteflika ne peut pas revendiquer un quelconque passé de militant ou d'ancien moudjahid, donc d'anciens combattants, d'anciens maquisards. Et deuxièmement, parce que ça ne marche pas, parce que c'est un système qui ne lâche rien, mais qui est tout de même parfois... qui comprend un peu les attentes de la population, qui sait comment réagissent les Algériens, et l'idée que la République algérienne, qui est une république vaille que vaille, soit transformée en Djumloukia, c'est-à-dire en république-monarchie, ça c'est quelque chose que les Algériens n'accepteront pas. Mais alors j'ai parlé hier avec l'un de nos confrères, Akram Belkaïd, un journaliste qui a suivi le FLN lorsqu'il y avait donc la période révolutionnaire, et il m'a dit « Ne te fais pas avoir, c'est l'armée qui dirige l'Algérie depuis l'indépendance ». Est-ce vrai? Est-ce que cela signifie finalement que les politiques ne sont en quelque sorte que des prête-noms pour des clans militaires? Alors, c'est vrai oui et non. C'est vrai parce que dès 1962, voire même plus tôt, durant même la guerre d'Algérie, l'armée a pris l'ascendant sur ce qu'on pouvait appeler les forces politiques. Et en 62, avec... le fait que le gouvernement provisoire de la République algérienne s'efface au profit de l'état-major de l'armée de libération, ça s'appelait comme ça à l'époque, montre qu'effectivement l'armée a toujours eu le pouvoir. C'est une faiseuse de roi. En 1979, quand Boumedienne meurt, après la mort de Boumedienne, c'est un colonel qui le remplace. À l'époque, Abdelaziz Bouteflika était déjà candidat, espérait être le remplaçant de Boumedienne, et ça n'a pas été le cas. Donc effectivement, l'armée a le pouvoir, mais il ne faudrait pas oublier que c'est une armée qui est, je ne veux pas dire hétéroclite, mais qui a plusieurs composantes. Et le vrai cœur du pouvoir, c'est l'état-major aujourd'hui, mais ce sont aussi les services de sécurité. Le reste de l'armée, c'est une armée populaire, il y a beaucoup de conscrits, vous avez aussi des officiers de haut rang qui vivent un peu mieux que d'autres citoyens, mais sans plus, qui n'ont pas de pouvoir politique. En clair, c'est une faiseuse de roi, mais c'est aussi un acteur qui n'est pas directement impliqué dans la vie de tous les jours du pays. Les services secrets, les services de sécurité, oui, peuvent décider de la nomination des ministres, des ambassadeurs, donc eux ont le pouvoir. Et donc aujourd'hui, ce qui s'est tout de même passé aussi durant les années 2000, c'est que Bouteflika a réussi d'une certaine manière, en mettant à la retraite certains généraux influents, en jouant des généraux contre d'autres, a réussi aussi à gagner du pouvoir par rapport à cette entité. Mais alors ce qui est assez incroyable, Akram Belkaïd, on l'entend, vous êtes journaliste au quotidien d'Oran, au Monde diplomatique, et vous êtes encore une fois un très bon connaisseur de l'Algérie, et on se rend compte que les mécanismes du pouvoir, la sociologie du pouvoir et son fonctionnement en Algérie sont finalement aussi opaques. Alors, je ne veux pas prononcer de gros mots, mais
on pourrait dire comme des pays extrêmement fermés, comme par exemple la Corée du Nord. Pourquoi est-ce si compliqué de comprendre comment fonctionne le pouvoir algérien? Comment fait-il pour se barricader? On dit souvent en Algérie que ceux qui savent se taisent et ceux qui ne savent pas parlent à propos du pouvoir. Ils se barricadent dans la simple raison, c'est que soit vous en faites partie, vous êtes coopté, et à partir de là, vous n'avez pas intérêt à parler et à vous répandre en information, et soit vous n'en faites pas partie, et là, vous ne savez pas ce qui se passe. C'est un entrelac de solidarité, d'intérêts mutuels, de relations personnelles, parfois d'affinités régionales, qui font que derrière la façade d'un pays fonctionnant avec des institutions normales, il y a, alors l'expression est désormais connotée, elle prend je dirais, des allures complotistes, mais il y a un État profond en Algérie qui a toujours existé depuis l'indépendance, qui est fortement façonné par les services de sécurité, qui entretient une culture du secret, de l'entre-soi, et qui continue à ce jour à fonctionner. Mais alors, les journalistes, que font-ils? Alors, pour les journalistes étrangers, c'est facile, il n'y a pas de visa, même Bouteflika, dit-on, sur le ton évidemment de la boutade, ne peut pas donner de visa à des journalistes étrangers. La presse qui existe en Algérie, de manière officielle ou bien via les réseaux sociaux, aujourd'hui, comment travaille-t-elle? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? Qu'est-ce qu'il faut taire en Algérie? Et comment cela explique l'opacité du pouvoir, Akram Belkaïd? De manière assez paradoxale, la presse travaille sur ces sujets, mais n'a pas d'informations, ou alors a des informations dont elle se méfie parce que c'est soit de la rumeur, soit ce sont d'honorables correspondants qui la fournissent. Donc on a une espèce de variété d'informations qui vont de qui est contre qui s'est opposé à qui, est-ce que tel général est en cours ou pas. Mais en réalité, c'est des informations qui sont très peu disponibles et qui sont souvent vues avec beaucoup de prudence par les Algériens. Vous avez cité la presse et les journalistes étrangers. Je pourrais dire que l'une des activités aussi, je dirais, continues des chancelleries, notamment occidentales à Alger, est d'essayer de comprendre qui décide quoi et comment et qui décide en Algérie pour parfois de simples choses, c'est-à-dire le lancement d'un projet économique. Et là, il se retrouve, ou là aussi, avec cette espèce d'opacité de savoir qui, in fine, a la décision finale. Donc, la presse algérienne, notamment la presse indépendante, celle qui est sur Internet, qui est très active là depuis le début des manifestations, ne se fixe pas de ligne rouge. On l'a bien vu, les attaques contre Bouteflika, y compris même contre les services de sécurité, y compris contre ce qu'on appelle la famille révolutionnaire. C'est une presse malmenée par l'appareil judiciaire. Il y a beaucoup de poursuites en cours. Mais effectivement, si on devait faire une analyse qualitative, on se rendrait compte qu'on dispose parfois de très peu d'informations de première main, de ce qu'on pourrait appeler de scoop sur l'évolution et les décisions en cours au sein du pouvoir. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui, Akram Belkaïd? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il y ait quelque chose qui cède? Est-ce que l'on pourrait imaginer que le front en faveur de Bouteflika se désunisse? Bref, s'agit-il d'un pouvoir qui pourrait réagir en ayant peur de la mobilisation populaire, ou bien la ligne dure qui semble aujourd'hui avoir la préférence du pouvoir algérien? Est-ce que c'est la ligne dure qui va l'emporter, quel qu'en soit le coup dans les jours, les semaines qui viennent? Alors d'abord, ce que veulent les Algériens, c'est qu'il n'y ait pas de cinquième mandat. Ça, c'est quand vous regardez les slogans des gens qui manifestent, il y a, je parlais tout à l'heure d'unanimité, il est évident que tous ces gens qui défilent n'ont pas les mêmes idées politiques, n'ont pas les mêmes idées sociétales, mais pour cette question-là, ils ne veulent pas de cette humiliation d'un homme qui n'a pas les moyens de diriger le pays et qui se représente qu'on représente pour un cinquième mandat. Ce qui va se passer, point d'interrogation. La ligne dure, oui. Alors, il y a eu les déclarations hier du chef d'état-major, du général Gaïd Salah, qui est aussi vice-ministre de la Défense, parlant comme d'habitude, ça c'est le refrain habituel de certaines parties, enfin,
la lexicologie de ce genre de discours est vraiment à analyser. C'est toujours la main de l'étranger, les partis qui en veulent à l'Algérie. C'est un discours dont je pense qu'il n'arrive plus à convaincre grand monde, y compris en Algérie. Il y a ce discours, mais tout de même, les manifestations continuent de se dérouler et il n'y a pas eu d'incident majeur jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la police, par exemple, l'armée, est aujourd'hui plutôt conciliante vis-à-vis des manifestants? Est-ce que les ordres donnés sont des ordres de clémence? En tous les cas, je ne sais pas s'il y a eu des ordres donnés. Bien entendu, pour le moment, il n'y a pas eu de charge, il n'y a pas eu d'usage intensif de la force, il n'y a pas eu de tir de flashball contre les manifestants algériens, contrairement à d'autres pays. Par contre, l'armée a un très mauvais souvenir de son implication dans les opérations de maintien d'ordre. C'est une armée qui est composée d'Algériens et beaucoup d'officiers ont le souvenir détestable, terrible de ce que l'armée a été obligée de faire en octobre 88 quand elle a ouvert le feu contre des jeunes manifestants. Donc il y a ça qui pèse. Et puis nous sommes en 2019, à l'ère des réseaux sociaux, d'Internet, tirer sur la foule. Alors je sais très bien que ça a pu se passer dans d'autres pays sans qu'il y ait de rétorsion, notamment en Égypte. Je pense à ce qui s'est passé en Égypte en 2013. Mais il est évident que si demain une répression s'abat sur les manifestants, il y aura une onde de réprobation internationale dont les dirigeants algériens ne peuvent pas tenir compte. Donc, ne pas tenir compte. Donc c'est ce qui explique qu'aujourd'hui ces manifestations se déroulent dans un climat, disons, apaisé par rapport à d'autres manifestations que l'on a connues. Vous citiez l'Égypte ou alors l'Algérie des années 80. Est-ce que cela explique aussi que la mobilisation populaire ne faiblisse pas, loin s'en faut, Akram Belkaïd? Elle ne faiblit pas, elle se renforce. Et c'est pour cela que je dis que c'est inédit. Et c'est toutes les catégories d'âge qui sont dans la rue. En 2014, pour dire non à Bouteflika, c'était plutôt des cheveux blancs qu'on voyait dans les manifestations. Aujourd'hui, la jeunesse y est. Akram Belkaïd, l'Algérie, un pays empêché en 100 questions, c'est le livre que vous allez publier aux éditions Talendier. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer les différentes conséquences de ce qui est en train de se dérouler en Algérie et puis aussi les raisons pour lesquelles la France ne s'implique pas complètement dans les affaires algériennes, alors que parfois, y compris d'ailleurs en Amérique latine, on a tendance à donner un sentiment sur ce qui se passe là-bas. Là, ça n'est pas vraiment le cas. Vous serez rejoint par une historienne à l'Institut d'histoire du temps présent, Malika Harral. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Et 8h20 sur France Culture. Dimanche, le président algérien Abdelaziz, et 8h20 sur France Culture. Dimanche, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a officialisé sa candidature à sa réélection à l'élection présidentielle. Depuis lors, les manifestations en Algérie n'ont cessé de grossir. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique et au quotidien d'Oran. Vous allez publier en avril l'Algérie, un pays empêché en 100 questions aux éditions Talendier. Et puis nous accueillons Malika Harral. Bonjour, vous êtes historienne à l'Institut d'histoire du temps présent et vous avez notamment publié Ali Boumengel, une affaire française, une histoire algérienne aux belles lettres. Malika Harral, la situation en Algérie vous surprend-elle? Elle me surprend pas complètement et en même temps elle est bouleversante. Pourquoi? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous fait dire qu'elle ne vous surprend pas complètement? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce qui est en cours, dans la protestation contre Abdelaziz Bouteflika qui pouvait être en quelque sorte anticipée? Je pense qu'on voit dans ces manifestations qui sont vraiment spectaculaires des traces de ce qui était quand même l'organisation, l'activité dans la société civile, les associations, je sais pas, les associations de supporters, les associations de jeunes. On voit tout ça. Association de supporters, oui, parce que le foot a notamment une importance
crucial en Algérie. Comme on ne peut pas vraiment faire de la politique en dehors des stades, on en fait dans les stades, c'est ça? On en fait dans les stades, on en fait à travers les chansons qu'on a vu apparaître dès le 22. Donc Lesquelles? on a vu notamment des airs tout est anti-Bouteflika, tout est vraiment contre Bouteflika, contre son frère, contre les voleurs. Un des refrains qui revient le plus fréquemment, c'est Yassarraqin Klitul Bled, les voleurs, vous avez bouffé le pays. Donc ça, on retrouve, mais on voit aussi, par exemple, dans cette espèce d'autodiscipline incroyable, les gens qui balayent après les manifestations. Enfin, le 1er mars, la place du 1er mai, on a balayé dans la nuit. Là, pour le coup, on voit les traces des associations de jeunes, des associations de volontariat, des gens qui ne disent pas faire de la politique du tout, mais qui ont une activité de fond dans la société, et ça depuis longtemps, et on les retrouve ici de façon visible. Akram Belkaïd, oui, c'est une société où les solidarités sont particulièrement vivaces, la société algérienne. Ça demeure un pays où les solidarités familiales, et même de quartier, sont assez importantes. Et c'est ce qui s'exprime de manière assez forte aussi dans ces manifestations. C'est relayé par les réseaux sociaux. Et effectivement, c'est ce qui donne, encore une fois, le caractère inédit de ces marches de protestation contre le 5e mandat. Le 5e mandat, effectivement, est largement controversé. Il faut peut-être rappeler quand même, Malika Rahal, qu'Abdelaziz Bouteflika est crédité, ou était crédité en tout cas, d'avoir fait revenir un climat de paix en Algérie, et rappeler à nos auditeurs les plus jeunes ce qu'ont été les années 90 en Algérie, pour dire à quel point ces années ont été sanglantes. Rappelez-le-nous, Malika Rahal. Oui, alors c'est une décennie qu'on sait même pas complètement nommée, ou en tout cas on n'est pas en accord sur comment la nommer. Pour certains, c'est une guerre civile, certains contestent au contraire ce terme. Pour d'autres, il s'agit d'une insurrection islamiste. Elle intervient après une ouverture politique qui a lieu dans les années 88-91, où on sort du régime de parti unique. Beaucoup de partis sont créés, et parmi ces partis, on a le Front islamique du salut, un parti extrêmement conservateur, islamiste, avec un discours très radical. Ce parti emporte les élections municipales et menace de remporter les élections législatives de la fin 1991. Et après le premier tour des élections, ces élections sont interrompues par une intervention militaire. Ça précipite une entrée en violence et la création de groupes combattants qui utilisent toute une série de méthodes, y compris les assassinats ciblés de militants, de journalistes, d'artistes, de chanteurs, également les attentats, plus tard les massacres vraiment massifs, massacres dans des villages, et suscite aussi assez naturellement une intervention très forte de l'armée, avec parfois aussi des débordements de ce côté-là, mais face à cette insurrection islamiste. Bouteflika, lui, après quand même une éclipse assez longue dans son parcours politique, revient à la fin des années 90. Qu'est-ce qu'il a fait pendant cette éclipse? Alors on dit qu'il a été au Moyen-Orient, on dit qu'il a fait des affaires. En tout cas, ça lui donne presque une forme de virginité. Il est resté sur quand même une réputation, une réputation des années 70. C'est un historique, c'est un révolutionnaire. Voilà. Il date de la guerre, ça a été un grand négociateur, ça a été un ministre, ça a été un proche de Boumedienne. Donc le fait d'avoir été un peu absent pendant quelques années, ça lui permet presque de revenir plus fort à la fin des années 90 et de se faire élire à la présidentielle. Alors c'est un peu difficile de savoir si s'il arrive au bon moment pour patronner en quelque sorte cette sortie de crise et de violence, ou dans quelle mesure il est vraiment l'artisan de ça, et c'est lui qui l'a faite. Le fait est qu'on associe à son nom un certain nombre de mesures de sortie de violences civiles, notamment les 2 grandes lois de concorde civile et de réconciliation nationale qui marquent vraiment la sortie du conflit.
Est-ce que ça n'est pas paradoxal, Akram Belkaïd, de se souvenir de ce qu'a été donc cette période, qui était une période vraiment terrible. Il n'y avait pas une journée sans massacre, il y avait des villages entiers qui étaient massacrés, et il y avait une situation à minima de chaos, ou en tout cas qui déjà était très opaque, parce que on avait bien du mal à comprendre ce qui se déroulait en Algérie. Comment expliquer qu'il y avait à la fois cette situation absolument abominable et quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de solidarité familiale, comment conjuguer ces deux choses-là? Qu'est-ce qu'elles racontent sur la société algérienne? Ça a été une période très difficile qui a même mis en danger l'État. L'État algérien a vacillé, notamment dans la période 94-96. On sentait qu'il y avait eu des coups de boutoir assez importants, d'où l'ampleur de la violence. Bouteflika étant arrivé aussi pour, je dirais, parachever un processus de négociation qui avait lieu déjà et qui était mené notamment par l'armée et par ses services de sécurité pour arriver à donner une façade ensuite au régime qui était très contesté sur la scène internationale. Si les marches de protestation arrivent aujourd'hui, alors qu'on les espérait en 2014 et que ça n'a pas été le cas, je pense qu'aussi on pourrait avoir l'analyse suivante de dire que finalement en 19 ans, puisque on remonte, Bouteflika est élu en 99, donc il y a 20 ans, il y a une génération, la société a peu à peu pansé ses plaies, elle est encore profondément traumatisée parce que, effectivement, comme l'a dit Malika Rahal, il y a eu 2 lois importantes, mais en réalité, le traumatisme des années 90 n'a pas été encore totalement évacué. Et c'est ce qui explique qu'en 20 ans, je pense que on a peu à peu, on est revenu un peu à une normalité entre guillemets algérienne. Les années 90 étant vues comme étant un dérapage totalement anormal, totalement inattendu d'un pays qui jusque-là avançait vaille que vaille, et que finalement le cours normal des choses se reconstitue peu à peu, et donc finalement les Algériens redressent la tête, oublient cette période traumatisante, d'autres ne l'ont pas connue et en ont peut-être un peu assez qu'on la leur agite à chaque fois, parce que je dis souvent qu'un jeune qui est né en 2000, il a 19 ans aujourd'hui, il n'a connu que Bouteflika. Il pouvait être assez, je dirais, favorable à cet homme pendant des années. Aujourd'hui, on voit bien que la situation est inadmissible, ne serait-ce qu'en termes de symboles. Mais alors, les années 90 ont été marquées par la terreur islamiste. Où sont aujourd'hui ces gens qui étaient islamistes alors? Est-ce qu'il y a eu véritablement un recul de l'islamisme durant ces 20 années qui ont été donc des années de paix, ou bien s'agit-il en quelque sorte d'une paix en trompe-l'œil, Malika Rahal? Alors, quelques-uns de ces combattants de l'époque, de ces terroristes de l'époque continuent à être actifs. Quelques-uns se retrouvent au Mali, se sont retrouvés en Libye, circulent dans le désert. Du point de vue de la société, effectivement, il y a quand même un recul de l'islamisme sous la forme qu'on a connue auparavant. On a un certain nombre de partis qui sont des partis extrêmement conservateurs, qui n'ont pas du tout le même discours aujourd'hui, qui mettent beaucoup moins en avant un discours d'abord religieux au profit plutôt d'un discours social ou même occasionnellement d'un discours économique, mais on peut les retrouver sur la scène politique, et en tout cas peut-être pas aussi menaçants qu'on les a dans des pays voisins. Je voulais juste rebondir sur une des choses que disait Akram à l'instant. C'est que au fond, on a eu une situation quand même dans les années 90 qui est assez rare dans ce type de conflit. Je ne sais pas si c'est pas le seul État qui a réussi à reprendre la main sur une insurrection de ce type-là. Je me demande si c'est pas la seule situation au fond où on a réussi à se sortir sans que l'État ne s'effondre, sans intervention étrangère, d'une situation insurrectionnelle aussi forte. Et on a la mémoire de ça. C'est-à-dire, en même temps, les jeunes sont probablement fatigués, qu'on ressasse un certain nombre de vieux débats. Et en même temps, je pense que dans la façon de manifester, dans le sens de l'histoire qui est manifestée qui est montrée par les manifestants, il y a quand même la présence encore de cette
cet événement majeur. Ce qui témoigne de quoi? De la force de l'État algérien, de la puissance de l'armée? Comment vous interprétez ça, le fait que l'Algérie ait été, dites-vous, Malika Harral, l'un des seuls pays à être capable de reprendre la main et finalement de pacifier, de pacifier avec énormément de morts de part et d'autre. Ça n'a pas du tout été une chose rapide que le retour à la paix, mais comment l'interprétez-vous? Je pense que c'est à la fois lié à des caractéristiques de force du régime, de puissance de l'armée et de solidité intérieure. C'est aussi une question de temporalité et de chance, d'une certaine façon, de chance qu'il n'y ait pas eu d'intervention extérieure pour aggraver la situation au lieu de la résoudre. Intervention extérieure, justement, puisqu'il est question donc de l'avis et des discours des pays étrangers. Alors, on a entendu durant le journal de 8 heures qu'il y avait donc eu un appel des États-Unis pour que les manifestations se déroulent du mieux qu'elles peuvent. En Algérie, il y a en une de l'opinion ce matin, le journal évoque pourquoi Paris marche sur des œufs. Et puis, je l'ai lu hier, Akram Belkaïd, sur le site de Paris Match, avec pour la première fois évoqué ses craintes françaises. Par exemple, si le printemps algérien tournait mal, eh bien, il y aurait un afflux d'Algériens en France. Cela fait partie des craintes qui sont aujourd'hui évoquées. Votre réaction par rapport à ça, par rapport au silence gêné de Paris, jusqu'à présent en tout cas, et par rapport à ces craintes qui sont agitées? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la politique intérieure française et je dirais cette insupportable capacité de la classe politique française à toujours voir midi à sa porte et à toujours ramener, y compris des événements internationaux, à l'ombre de son propre clocher. Il y a eu dans les manifestations à Alger des pancartes de jeunes disant « Nous manifestons pour améliorer notre pays, pas pour émigrer ». Pour construire ce pays. Donc le risque migratoire, il est facile à agiter parce que ça permet finalement de ne pas prendre position. Et ça permet aussi, encore une fois, d'analyser un événement que je pourrais qualifier d'émancipateur. Ce qui se passe à Alger, c'est quelque part aussi une émancipation, de le ramener finalement à un danger, comme si le statu quo était préférable en Algérie. Alors, ayant dit cela, il est évident que pour un gouvernement, le gouvernement de la France, avec les liens qui existent entre l'Algérie, il est toujours très difficile de prendre position vis-à-vis de ce pays. Les manifestants eux-mêmes souhaitent, à mon avis, et ça a été vu aussi dans des slogans, il ne faut surtout pas que le gouvernement français exprime officiellement un soutien à ces marches, parce que ça donnerait des arguments au régime algérien pour dire que finalement c'est l'ancienne puissance coloniale qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, que c'est un complot ourdi par l'ancienne puissance coloniale, etc. En même temps, le gouvernement français aussi sait de quoi le régime algérien est capable. C'est-à-dire c'est le régime algérien, c'est le côté, je dirais, pessimiste des choses. Le régime algérien est capable de tout pour rester au pouvoir. Il ne lâchera pas facilement la chose. Et donc, tout soutien qui viendrait... Vous voulez dire, y compris exporter... Y compris exporter la violence d'une manière ou d'une autre. Là aussi, les plus jeunes ne s'en souviennent pas, mais on parlait de la décennie noire et du GIA. Le GIA a commis des attentats en France à l'époque et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il a servi de laboratoire à d'autres formes de terrorisme qu'on a pu voir après, en utilisant, je pense par exemple à Khaled Kelkal, qui a été oui, avec des soupçons. Il faut rappeler Akram, avec des soupçons assez forts, des accusations. Le régime algérien a été mis en accusation, y compris par des anciens militaires, sur son implication sur les actes de violence. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais sans même rentrer dans ce dossier qui est très difficile, sur lesquels il y a peu de faits, je dirais, tangibles et de preuves qui pourraient conduire à des actions en justice. Mais il suffit juste de rappeler qu'il y a une importante communauté algérienne en France et que l'obsession aussi des autorités françaises, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que cette communauté soit elle aussi embrigadée dans ce qui se passe en Algérie, dans des divisions qui pourraient conduire à des troubles à l'ordre civil.
Mais enfin, l'une des questions qui se pose également, Malika Harral, d'ailleurs, c'est votre voisin Akram Belkaïd qui la pose dans son livre sur l'Algérie empêchée en 100 questions, qui sera publié aux éditions Talendier, sont les rapports que les Algériens entretiennent avec la France et notamment les Algériens détestent-ils la France ? Oh non, mais c'est une drôle de question. À partir des manifestations d'Alger, non, vraiment pas du tout. C'est une question qu'Akram Belkaïd pose dans son livre de manière ironique. Il y a quelque chose de commun entre les manifestants et entre une et la politique extérieure de l'Algérie depuis de longues années. Pour le moment, les uns et les autres sont également très attachés à la souveraineté nationale et très attentifs à ces accusations de possibles interventions étrangères. Là, vraiment, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose qui se passe en Algérie. Dans les années 90, on n'a pas eu de vague migratoire massive qui serait venue à l'assaut de l'Europe. On n'est pas du tout dans une situation où le mouvement qui est en train de se passer ressemblerait à une insurrection islamiste. Enfin, la comparaison est vraiment bizarre. On a un mouvement qui jamais ne s'est... vraiment rarement mouvement s'est affirmé aussi autodiscipliné. On n'a jamais vu des manifestations qui sont des gens qui sont des millions et qui marchent en disant Selmiya Hadariya, pacifique et presque poli. Donc vraiment là, civilisé. Voilà, la hadariya, c'est la civilité. Donc vraiment, on est loin de quelque chose qui serait catastrophique. Ça, c'est vraiment une construction qu'on a envie de voir depuis Paris. Akram Belkaïd, le régime algérien, on l'a dit tout à l'heure, est un régime opaque. Et peut-être faut-il insister également sur le fait que c'est un régime de prédation, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens, principalement des militaires, mais pas uniquement, qui se sont enrichis. Et quand je dis enrichis sur le dos du peuple algérien, ce sont aujourd'hui des candidats sérieux au titre d'oligarques internationaux. Oui, alors permettez-moi d'abord de restaurer, de redonner du crédit aux prédateurs. Un prédateur dans la nature, c'est un animal qui fait son boulot, qui contribue à l'équilibre des espèces. En Algérie, je préfère parler de déprédation, parce que c'est du vol et de la destruction. C'est de l'action contre l'intérêt public. C'est un niveau de corruption qui est... et beaucoup de rapports internationaux le disent noir sur blanc. C'est des niveaux de fuite de capitaux, de détournement d'argent, de commissions, de pots de vin qui sont à l'aune de ce que peut représenter la rente pétrolière. Il faut savoir qu'en 20 ans, il y a eu près de 1000 milliards de dollars qui sont rentrés dans les caisses de l'Algérie. Et quand on regarde les réalisations qui ont été faites, alors effectivement, le pays s'est équipé, il y a une autoroute, il y a le métro d'Alger qui fonctionne, mais quand on regarde ne serait-ce que l'état des hôpitaux, on est en droit de se demander où passe l'argent. Et de cela, les gens sont au courant, la jeunesse est au courant, et effectivement, il y a une caste qui n'a cessé de s'élargir, cette corruption qui existe dans tous les pays du monde, qui est souvent réservée à une certaine élite politico-financière. Elle n'a cessé de s'étendre avec, comme on le disait en début d'émission, l'irruption de nouveaux acteurs, des hommes d'affaires, des entrepreneurs, comme le dit un collègue à Alger, des boutiquiers qui sont soudainement devenus des, entre guillemets, oligarques capables d'aller investir à l'étranger, alors que la législation sur l'échange en Algérie est l'une des plus restrictives, dont on se demande comment l'argent a pu circuler, etc. Dans un moment où, effectivement, vous avez, je ne parlerai pas d'appauvrissement, mais de difficultés financières pour une grande partie de la population, dans un moment où une monnaie nationale, le dinar, est en train en chute libre, dans un moment où on a une inflation assez élevée. Donc, il y a effectivement un paradoxe, et ça montre bien que ce régime, finalement, son comportement depuis l'indépendance a toujours été un comportement et plus ces derniers temps, de mépris à l'égard de sa population. Oui, comme un peu si le peuple était surnuméraire en Algérie. On a parfois cette impression, on se dit que les généraux et le régime algérien, Malika Harral,
à essayer de gouverner le pays en faisant en sorte que le peuple occupe la portion la plus congrue possible. Comment cela se fait-il, sachant que le FLN, a priori, et à l'origine en tout cas, avait de toute autre ambition? Oui, et avec ce sentiment un peu paradoxal parfois que les gens vivent dans leur quotidien en essayant un peu d'ignorer l'État quand c'est possible, ou d'ignorer l'administration quand c'est possible. Je vais juste rajouter à ce que disait Akram Belkaïd, que avec tout ce qu'il a dit, et avec lequel je suis d'accord, en même temps on a encore un pays où par exemple les inégalités sociales sont faibles. Et on n'a pas, notamment dans l'opposition, on n'a pas un discours fort sur quelle évolution doit prendre le pays. C'est-à-dire qu'on est l'héritier d'une situation économique où malgré tout les inégalités sont faibles en regard de pays comparables, et on n'a personne qui est en mesure, dans un programme politique, de capitaliser sur ces acquis pour proposer une ligne directrice. On a des évolutions politiques qui sont un peu difficiles à lire, avec effectivement des choses assez opaques, notamment dans le fonctionnement de la présidence. C'est la partie la plus difficile à lire actuellement, et des liens entre la présidence et ces hommes d'affaires dont il était question précédemment. Il est assez difficile de lire quelle est la politique de la présidence actuellement, cette façon de diminuer le pouvoir de l'armée et d'essayer de prendre la main en même temps sur le parti FLN et sur l'Assemblée nationale. Du coup, il est aussi difficile de lire comment fonctionne l'Assemblée nationale, et difficile également de décrire exactement quel rôle jouent les militaires. Un certain nombre d'entre eux ont des liens avec les affairistes, on le sait. D'autres sont peut-être dans des principes plus anciens du rôle de l'État et du rôle du FLN. Mais dans tout ça, on a un certain nombre... Quand on dit le régime, quand on dit le pouvoir, en réalité, on a quand même un certain nombre d'acteurs différents ou de lieux de pouvoir différents dont on peut quand même décrire les relations entre elles. La question des inégalités en Algérie, Akram Belkaïd, alors peut-être que celles-ci sont modérées si on met de côté bien entendu les oligarques, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que le pays demeure extrêmement tributaire de la rente pétrolière, et il n'y a pas eu véritablement du coup de tentative, ou en tout cas de réalisation en matière d'émancipation de l'économie du pays par rapport à cette rente. Là aussi, qu'est-ce qui a fait défaut dans la gouvernance du pays pour que le développement ne se déroule pas comme il était prévu qu'il se déroule, ou comme il aurait dû se dérouler? Oui, Malika Rahal a raison, c'est un pays où il y a eu énormément de redistribution. Mais effectivement, la rente pétrolière, le fameux mal hollandais, a fait que l'économie... le mal hollandais, c'est quand votre économie dépend totalement des hydrocarbures et que vous êtes incapable de la diversifier pour créer de l'emploi. Et le drame de l'Algérie, c'est qu'à chaque fois que des réformes sérieuses ont été entreprises pour diversifier l'économie, les prix du baril ont augmenté. L'argent s'est fait plus important, et donc on a reporté les réformes nécessaires. Akram Belkaïd, Malika Harral, un mot de conclusion peut-être, Malika Harral. J'ai demandé tout à l'heure à Akram Belkaïd qu'est-ce qui allait se passer maintenant, même sanction pour vous. Il est extrêmement compliqué de savoir quelle va être la réaction du régime. Grande manifestation prévue vendredi prochain. Quel scénario possible pour la suite? Alors moi, je suis historienne, alors je suis vraiment la mauvaise personne à qui demander la divination de l'avenir. Et surtout, je pense qu'une des choses que font les manifestants, c'est d'ouvrir le temps, de déjouer un avenir immédiat. Et du coup, je pense que le minimum qu'on puisse faire, c'est de respecter cette ouverture du temps. Je note quand même le 8 mars, journée de la femme. Je pense que l'une des choses qu'on verra, c'est une présence féminine plus spectaculaire encore qu'elle n'a été auparavant. Malika Harral, Ali Boumengel, une affaire française, une histoire algérienne, c'est paru aux belles lettres. Et Akram Belkaïd, en avril, l'Algérie, un pays empêché en 100 questions, aux éditions Talendier.